routier et GSA. 35 %. Est-ce que c'est beaucoup? C'est sûr que si on parle d'un rendement de 35 %, c'est énorme. Malheureusement, 35 % en fait, c'est le nombre de gens comme vous qui viennent nous rencontrer pour avoir des conseils d'experts dans le milieu financier. Heureusement, vous avez pris la décision d'aller chercher des experts qui viennent apporter évidemment une valeur là, à votre rendement. Donc aujourd'hui, je me présente Stéphanie, Simon, ainsi que moi-même, Sarah, Gestion 3S. On est ici pour vous aider à prendre vos finances du bon pied. Donc, à ce sujet, aujourd'hui, on avait une rencontre ensemble au dernier séminaire qu'on a vécu la dernière fois ensemble. On va parler du mandat qu'on s'était ciblé lorsqu'on a ciblé la rencontre. On va parler des objectifs, de votre bilan actuel et du bilan qu'on va avoir à la suite du plan, des différentes stratégies qu'on pourrait mettre en place, ainsi qu'une quantité de recommandations à la discrétion qu'on pourrait établir ensemble. Donc, concernant le mandat, nous en avons trouvé deux à remplir au cours de notre résolution. Premièrement, réorganiser la situation personnelle d'entreprise pour maximiser les revenus et diminuer l'impact fiscal. Et deuxièmement, des stratégies, des recommandations pour la planification financière. Donc, pour ce qui était de vos objectifs, en fait, on avait évidemment l'ouverture de votre deuxième succursale Pied Plat Inc. en 2021. On avait aussi, évidemment, l'achat de votre chalet en 2021 pour la retraite et finalement votre retraite que vous voulez prendre à 60 ans. Donc, pour ce qui est de votre situation actuelle présentement, vous êtes une femme de 48 ans, vous êtes divorcée, vos testaments, mandat de nature sont à jour. Vous avez évidemment là, votre fille Anna qui va aller faire des études prestigieuses et vous voulez la soutenir là-dedans. Et finalement, on a votre revenu là, de 75 000 qui provient de votre entreprise. Pour ce qui est de votre bilan personnel, en fait, on retrouve vos actifs non enregistrés, on a un montant de 5 000. On a évidemment vos REER que vous avez cotisé au fil des années, 55 000. Votre résidence principale, ainsi que, évidemment, là, votre bébé, Pied Plat Inc. Concernant le bilan de l'entreprise, premièrement, vous l'avez incorporé en 2015 et fondé aussi en 2015. Le chiffre d'affaires est d'environ 1,5 million. Vous avez 3 employés et vous souhaitez ouvrir une deuxième succursale en 2021. La valeur de l'entreprise en ce moment, elle est estimée à 1,5 million. La valeur de revente est de 1,35 million. Le bénéfice après impôt pour l'année 2019 est de 435 000 $. Et le ratio du fonds de roulement pour l'entreprise est 2,24, ce qui est excellent. Je vous en félicite d'avoir une bonne gestion d'entreprise. Donc, pour ce qui est des stratégies de placement, en fait, là, vous nous aviez parlé que vous vouliez regarder pour peut-être réorienter votre stratégie de placement vers un portefeuille qui était plus ambitieux. Donc, en fait, on y va avec un modéré dynamique. Aussi, j'ai vu qu'on a regardé ensemble là, comme quoi vous conduisiez présentement un véhicule hybride. Donc, on s'est dit que tout ce qui était écologique, éco-responsable, vous tenait probablement à cœur. Et en fait, ça tombait étant donné que le fonds BlackRock vient de sortir une nouvelle gamme et se sont conscientisés et investissent là, dorénavant dans des entreprises beaucoup plus éco-responsables. Donc, ce serait une belle opportunité pour vous. À ce sujet, au niveau de la fiscalité des placements, vous aviez une question pour nous à savoir, est-ce que la situation actuelle est souhaitable au niveau des paiements que vous auriez à faire avec l'impôt pour la fiscalité parmi tous les comptes que vous avez? Donc, on peut faire un constat rapide parmi la compagnie de gestion puis tout ce qui est au personnel. On fait un comparatif des investissements que vous avez premièrement dans des actions canadiennes, des actions étrangères, tout ce qui est dans le revenu fixe et les liquidités excédentaires. Donc, le constat qu'on voit présentement, c'est qu'au personnel, vous avez beaucoup d'actions présentement qui pourraient être dans la compagnie de gestion, qui pourraient vous aider au niveau de la fiscalité à justement sauver sur cet impôt-là. Donc, nous, ce qu'on vous suggère, c'est que présentement, vous avez un profil modéré dynamique qu'on a rempli ensemble. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on a une plus grosse quantité en actions versus la quantité en revenu fixe. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment optimiser au niveau de la fiscalité, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Par exemple, dans le compte non enregistré, si on a de l'argent qu'on a investi, c'est sûr qu'on va privilégier les actions parce que le revenu d'intérêt et les dividendes vont être imposables l'année que vous allez faire le rendement. Bien entendu, les pertes aussi vont être utilisables à ce niveau-là. L'avantage de la gestion et du compte non enregistré, c'est de mettre ça dans les actions pour avoir du gain en capital et ainsi diminuer la charge fiscale.
Donc, concernant pour la stratégie de retraite, premièrement, on va vous parler des revenus. Suite à ça, on va vous parler des régimes gouvernementaux, des besoins à la retraite, de la vente de l'entreprise et de la résidence principale. Donc, pour ce qui est de vos revenus, en fait, nous, ce qu'on vous conseille là, présentement, vous avez 45 000 qui provient d'un revenu de l'entreprise. Le reste est en dividende. Donc, on vous conseille d'aller chercher au moins 58 700 de revenus d'entreprise pour, en fait, maximiser votre régime des rentes du Québec. À la retraite, là, avoir un plus gros fonds. Et en fait, pour l'étude, on s'est basé sur un revenu à la retraite de 106 000 qui est actualisé pour ne pas venir affecter là, votre pension de sécurité du revenu. Donc, pour ce qui est des régimes gouvernementaux, comme on vient d'en parler, en fait, vous allez recevoir la Régie des rentes et la pension de sécurité de la vieillesse, en fait. Nous, ce qu'on vous conseille, évidemment, étant donné qu'on vend l'entreprise de 60 à 65 ans, ça va être des grosses années. On n'aura pas un besoin de liquidité immédiat. Donc, ce qu'on peut faire, c'est les reporter à 70 ans. Puis, en les reportant, en fait, là, on vient chercher une bonification de 7 par année par régime. Fait que c'est d'autant plus avantageux pour vous. Concernant vos besoins à la retraite, en ce moment, votre valeur nette tourne autour de 2 millions de dollars. On l'a vu avec vos actifs. Et en faisant une valeur actualisée nette de tous vos besoins, en ce moment, ça vous prendrait 1,9 million de dollars pour que vos besoins soient comblés au moment de la retraite. Justement, ce 2 millions-là, comment est-ce qu'on va le faire travailler? Puis, c'est quoi la charge fiscale de faire la vente de l'entreprise? La question, je vous dirais qu'on peut l'approfondir ensemble. Vous voulez vendre l'entreprise de quelle façon? On a plusieurs façons qu'on peut la vendre. Premièrement, votre fille ne prendra pas le contrôle de l'entreprise tout simplement. Donc, cet aspect-là, on le met de côté. Avec vos partenaires que vous avez actuellement, vous avez 3 employés. Planifiez-vous vendre l'entreprise à ces employés-là ou vous allez chercher un acheteur externe? On peut planifier la vente en conséquence de ce choix-là. Nous, ce qu'on a fait pour planifier votre retraite, c'est qu'on a fait la vente successive sur 5 ans. Donc, pour limiter le gain capital sur la vente des actions d'entreprise. De ce fait, on va chercher plus de liquidité, on paye moins d'impôts, vous avez plus d'argent plus tard. Donc, l'entreprise, à vos 60 ans, est estimée à 2 350 000 pour la vente. On va utiliser la déduction pour gain en capital qui est de 883 384 en 2020. Donc, ce montant-là va nous servir justement à aller chercher un 883 000 libre d'impôts qu'on aurait dû payer comme du gain en capital. L'excédent, le 1,46 million, on l'étire sur 5 ans. Puis comment est-ce que ça va fonctionner, ces 5 ans-là? C'est qu'on a 292 000 de gains en capital. Le gain en capital, bien entendu, 50 de cette partie-là est imposable, l'autre 50 ne l'est pas du tout. Donc, ce qu'on fait avec ça, c'est qu'on a un 146 000 qui est imposable sur 5 ans, dès la vente à 60 ans jusqu'à vos 65 ans. Puis, vous aviez des droits de réel à utiliser. Puis, tous les droits qu'on a accumulés d'ici là avec le salaire qu'on a eu avec le 58 000 qu'on parlait pour la RRQ, ça, c'est des droits qui s'accumulent. On va utiliser ces droits-là sur les 5 ans pour minimiser l'impact fiscal avec la vente de l'entreprise. Concernant la résidence principale, on a pris pour acquis que vous souhaitez vendre votre maison à Laval à 60 ans, puisque vous allez acheter un chalet en 2021, l'année prochaine, pour en profiter tout au long de votre retraite. Donc, jusqu'à ce moment-là, jusqu'au moment de l'achat du chalet, cette résidence-là est considérée comme résidence principale. Et au moment de l'acquisition du chalet, nous avons décidé de mettre ce chalet comme résidence principale, puisque la valeur est supérieure et on veut maximiser l'impact que ça aura à la fin de votre vie ou au moment de vendre le chalet en temps et lieu. La valeur de la maison est de 323 000 en valeur actualisée, évidemment. Et comme je l'ai déjà mentionné, l'utilisation de l'exonération pour résidence principale sur le chalet en 2021, parce que sa valeur est plus élevée que la résidence à Laval. Le gain en capital sur cette vente-là sera de 63 000 $, et comme le gain en capital est imposé à seulement 50 %, donc vous allez payer de l'impôt sur 31 000 $ au final. Donc, en fait, pour les différents véhicules de placement, là, comme mon collègue vous en a parlé un petit peu plus tôt, avec la vente de votre entreprise sur 5 ans, on va venir évidemment maximiser le CELI. Donc, vous n'avez pas de CELI présentement, on va aller chercher le maximum là, qui est à 69 500 à date d'aujourd'hui. Puis
puis à chaque année, évidemment, on va pouvoir en rajouter, là, dépendamment de ce que le gouvernement va libérer. On va aussi aller cotiser nos droits REER sur 5 ans. Dans le fond, on le cotise sur 5 ans là, pour venir réduire l'impact fiscal que ça va avoir. En fait, pour étaler l'économie d'impôt qu'on va avoir suite à nos cotisations en lien avec la vente de l'entreprise. Et finalement, là, tout l'excédent, on va aller le mettre dans du non enregistré. À ce sujet, justement, comment est-ce qu'on va décaisser les actifs pendant la retraite? Il faut faire un suivi annuel là-dessus. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut déterminer à l'avance facilement comme ça. On peut faire une combinaison de tout, puisque, bien entendu, le salaire que vous allez avoir de besoin à la retraite, bien, on ne va pas le sortir uniquement en CELI, on ne va pas le sortir uniquement en REER. On va faire une combinaison de tous vos comptes, c'est-à-dire le non enregistré, le CELI, le REER, ainsi que la compagnie de gestion, lorsque c'est bénéfique. Ultimement, pour arriver au résultat qu'à 74 ans, vous allez avoir épuisé le CELI, puis tranquillement, par la suite, épuiser le REER à 76 ans. Puis qu'est-ce qui va arriver par la suite? C'est qu'on va faire une combinaison entre le non enregistré et la gestion qui va décaisser des montants selon la stratégie fiscale qu'on peut utiliser. Bien entendu, les rendements en bourse vont avoir un impact énorme sur qu'est-ce qu'on peut faire avec la compagnie de gestion. Mais ultimement, vous allez avoir des montants vous allez avoir un montant de 700 000 à peu près dans le non enregistré, près de 5 millions dans la compagnie de gestion, puis bien entendu, à 60 ans, on vend la maison, mais on conserve le chalet. Donc ce chalet-là va prendre de la valeur aussi. On peut dire jusqu'à 95 ans, si vous conservez le chalet, qui va être de 1 million. Donc par la suite, qu'est-ce qu'on va faire avec la compagnie de gestion? C'est là que ça devient très important. On peut avoir de l'argent dans le non enregistré. On peut avoir de l'argent dans la compagnie de gestion lorsque les comptes vont être sortis au niveau des REER et CELI. Mais comment est-ce qu'on fonctionne durant tout ce procédé-là? Le compte de dividende en capital, on en a parlé la dernière fois au séminaire, puis c'est sûr que là, vite comme ça, sur le planning de votre retraite, il faut se rencontrer à chaque année pour établir les montants qu'on peut utiliser, puis la procédure derrière ça. Le compte de dividende en capital, c'est ce qu'on a quand on fait un gain en capital dans l'entreprise de la compagnie de gestion. Donc, à chaque année, il faut s'asseoir ensemble pour voir est-ce qu'on vend les actions pour utiliser le compte de dividende en capital ou on conserve les actions en même entreprise puis on laisse le CDC qui est le compte de dividende en capital là. Puis d'un autre côté, ce que ça fait, c'est que vous avez du revenu d'intérêt, vous avez des revenus de dividendes, le moins possible dans la compagnie de gestion parce que ça coûte très cher. Puis vous avez aussi des revenus du gain en capital. Ces revenus-là vont vous donner de l'impôt en main remboursable au titre de dividende. Ça veut dire quoi cette chose-là? Louise, on est conscient que c'est notre domaine, on est peut-être plus poussé là-dedans, mais on est capable de parler de ça. L'impôt en main remboursable au titre de dividende, c'est de l'argent que vous avez déjà payé. Concrètement, vous payez de l'impôt sur vos rendements. Vous payez de l'impôt lorsque vous décaissez vos montants à titre de dividende. L'impôt en main remboursable, tout simplement, ce que ça fait, c'est que vous pouvez aller chercher de l'argent que vous avez déjà payé en impôt pour le sortir de votre entreprise. Si on met des pourcentages là-dessus, on a un 38% de tout ce qui est sorti de votre entreprise qui va être payé à titre d'impôt. Puis pour finir là-dessus, justement, tout ce que vous allez payer à titre de rendement va être imposé à 26%. Ça va vous créer vos droits, justement, au niveau de l'IMRTD, qui est le revenu à titre de dividende. Donc, par la suite, vous avez une très belle entreprise, vous faites beaucoup d'argent. Présentement, vous faites au-dessus de 400 000 de plus que ce que vous dépensez. Ce 400 000-là, on l'investit dans l'entreprise. Est-ce qu'on le met dans l'entreprise directement, dans la compagnie de gestion? C'est à voir avec vous. Vous commencez une entreprise l'an prochain. Est-ce qu'on va investir cette liquidité excédentaire-là dans l'entreprise ou bien on l'investit de notre côté dans la compagnie de gestion? Voici quelques recommandations qu'on a, étant donné que vous avez beaucoup d'argent qui va être imposable à votre décès. On peut parler de l'assurance prêt que vous avez sur la maison. Est-ce que c'est vraiment convenable pour votre situation? Ou est-ce qu'on pourrait combiner une assurance vie unique avec ça, incluant l'invalidité qui pourrait répondre à votre besoin? L'assurance invalidité de 25 000 que vous avez présentement viendra, bien entendu, pas couvrir le 75 000 de salaire que vous avez besoin pour vivre. D'un autre côté, êtes-vous prêt à vivre avec le principe que vous allez sortir de l'argent de la compagnie si vous tombez invalide, ou vous aimeriez avoir l'assurance invalidité pour vous permettre de pouvoir continuer votre train de vie sans décaisser l'argent de la business? Ce qui m'emmène aussi à parler de l'assurance vie.
Et bien entendu, il faut faire un combiné de tout ça. Vous avez une entreprise, la recommandation que notre équipe a établie, vraiment là-dessus à ce niveau, c'est pourquoi ne pas mettre les dépenses de primes d'assurance dans l'entreprise. Donc à ce niveau-là, vous allez sauver de l'impôt sur l'argent que vous avez dans vos mains à titre d'individu. Donc vous prenez l'argent qui n'est pas imposé encore pour l'inclure dans votre entreprise à titre de dépense. Puis par la suite, vous avez près de 10 millions de liquidités excédentaires à votre décès. Ça va coûter cher en impôts. On peut se dire qu'on sort plus d'argent tout le long de notre vie jusqu'à 95 ans, mais on peut aussi se dire qu'on peut l'investir cet argent-là libre d'impôt. L'assurance vie avec participation, c'est là que ça devient intéressant. On peut avoir un gros compte de compagnie de gestion, ce qu'on investit là-dedans. On peut aussi avoir une assurance vie qui va prendre ce rendement-là et qui va l'investir pour prendre la valeur. Puis ce qui est intéressant avec cette police d'assurance-là, c'est que premièrement, il y a une valeur de l'achat, mais il y a aussi une valeur aussi au niveau du rendement qui va être libre d'impôt à votre décès, qui va aller à la succession directement. Donc c'est une belle façon de donner à votre succession et d'éviter de payer trop d'impôts justement lors du décès. Donc, une autre de nos recommandations était concernant votre fille Anna. Donc, on le sait, votre fille, elle veut faire des grandes études en génie. Ça coûte cher, l'école, c'est pas donné. Puis vous, ce que vous voulez, dans le fond, c'est l'aider puis la soutenir tout au long de son projet. Donc, en fait, là, ça tombe bien parce que Anna, elle a 15 ans présentement. C'est la dernière année que vous pouvez ouvrir le régime enregistré d'épargne études pour elle. Donc, on peut venir cotiser, dans le fond, 5 000 par année, donc aux 15 ans, aux 16 ans et aux 17 ans. Donc, comme ça, on vient chercher des années antérieures. Donc, en allant chercher les droits antérieurs, on vient chercher un total de 6 années là, de subvention du gouvernement. Donc, le 15 000, en fait, au bout de 3 ans, sans compter les intérêts, nous a rapporté 19 500 qu'on peut investir là, pour les études de votre fille. Donc, en conclusion, on peut trouver que vous avez une entreprise qui est en très bonne santé financière, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Fonds de roulement de 2,25, on s'attend à 2 pour une entreprise en très bonne santé financière. Donc, 2,25, c'est au-delà de ce qu'on peut espérer. Deuxième succursale qui s'en vient, on vous souhaite bonne chance dans la réussite de ce projet-là. Pour votre retraite, si vous suivez nos conseils, on peut faire d'autres rencontres aussi ultérieurement. Si vous avez d'autres questions, on pourrait ajouter aussi. Aucun problème, mais aucune inquiétude à avoir. Vous allez être entre bonnes mains pour planifier votre retraite et aussi pour permettre à votre fille de poursuivre ses études en génie aéronautique. Si vous avez des questions, on est toujours là pour y répondre, évidemment. On va passer à la période des questions. Une question. J'ai réduit l'actionnaire de 100 000. Je fais quoi avec ça? Le 100 000, c'est intéressant. C'est de l'argent que vous avez mis de votre poche qui est déjà imposé. Donc, ce 100 000-là, on peut le sortir à notre guise. Justement, ça pourrait être une belle carte à jouer au niveau du décaissement pour éviter de payer de l'impôt. Ce 100 000-là est vraiment de l'argent qui vous appartient. Dans mes objectifs, un des premiers, c'est ouvrir ma deuxième clinique. Comment je peux faire pour la financer? Au niveau de la clinique, bien, vous avez premièrement l'argent qui est dans la compagnie de gestion qui peut vous servir pour justement créer votre deuxième clinique. Vous pouvez aussi utiliser l'argent qui rentre dans l'entreprise. On l'a vu, vous avez près de 400 000 de bénéfices nets à chaque année. Cet argent-là peut vous servir à ouvrir la clinique. Puis, on s'entend, le coût de la clinique n'est pas énorme au niveau de ce que vous auriez à emprunter. Donc, cet argent-là peut servir pour faire l'emprunt. Vous pouvez faire un emprunt, puis vous pouvez aussi utiliser, là, ça c'est une stratégie qu'il faudrait discuter plus en détail, mais avec vos dettes personnelles, on pourrait faire, on appelle ça la mise à part de l'argent, c'est de prendre une dette qui n'est pas déductible, puis la rendre déductible au sein de votre entreprise. Donc, par exemple, avec la maison et le chalet, on pourrait faire quelque chose avec vos liquidités pour éviter justement payer l'intérêt sans que ce soit déductible. Au niveau de, j'ai un projet d'achat d'un chalet de 420 000, c'est quand même pas négligeable. Comment vous suggérez que je procède? Est-ce que j'achète avec l'argent que j'ai dans ma compagnie? Est-ce que je finance? Est-ce que je mets une mise de fonds? Si oui, combien? Puis, mon autre question que j'aurais, c'est est-ce que je vais avoir assez de mon revenu de 75 000 pour payer cette dépense-là aussi? Sinon, est-ce que je dois me verser
continue supplémentaire. Ben, en fait, là, pour ce qui est de l'achat de la maison, c'est sûr que l'idéal, c'est pas de retirer la totalité de votre entreprise. Vous allez payer beaucoup trop d'impôts pour l'achat de la maison. On vous recommande quand même un 20 de mise de fonds afin d'éviter les primes de certaines compagnies d'assurance comme SHL ou John Ward qu'on pourrait connaître. Sinon, vos autres questions, c'était concernant... Ben, est-ce que je vais avoir assez de mon 75 000 pour payer avec mon projet de chalet? Parce que si je mets 20 ça veut dire qu'il faut que je finance une portion. Est-ce que j'ai assez d'argent? Sinon, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois me verser plus de salaire, plus de dividendes? Ben, c'est sûr que pour ce qui est de votre revenu est quand même bon là, pour satisfaire la maison et le chalet. Par contre, ce serait mieux de prendre une collatérale sur la maison pour éviter d'avoir à vous verser un revenu supplémentaire et de payer de l'impôt dessus. Bien entendu, c'est sûr que ça, c'est quelque chose qui se planifie ensemble. Vous avez beaucoup d'argent dans vos comptes, puis ça va continuer de grossir. Peut-être que les premières années, pour avoir justement un prêt à ce niveau-là ou pouvoir faire la mise à part de l'argent, il faudrait décaisser plus au niveau des premières années. Si on est d'accord. C'est juste au niveau des placements. Vous avez parlé de plus d'actions dans le placement des compagnies de gestion. Oui. On parlait d'actions étrangères, puis Victor a mentionné que l'actions étrangères était beaucoup imposée. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les deux soient bons? Faire un beau compromis entre les deux. Ben, en fait, c'est de jouer avec justement les comptes enregistrés, non enregistrés, puis la gestion. On va privilégier tout revenu dividende et dividende étranger dans le REER. Le CELI, on peut le faire un petit peu. On va essayer d'éviter les dividendes étrangers puisque c'est imposable dans le CELI. Au niveau de la compagnie de gestion et du non enregistré, il faut vraiment opter le plus possible pour qu'est-ce qui est du gain en capital. Au niveau fiscal, c'est plus intéressant. Puis c'est vraiment la solution pour payer le moins d'impôts possible. Dans mon décaissement, donc vous disiez qu'il fallait que je commence par le CELI, après le REER, puis après non enregistré, c'est ça? En fait, c'est qu'on fait un combiné de tout ça. On ne décaisse pas le CELI en entier pour les premières années. On s'entend, selon les paliers d'imposition, plus on monte, plus ça coûte cher. On va faire une combinaison entre le CELI, REER, non enregistré, compagnie de gestion, justement, avec qu'est-ce qu'on a comme CDC et justement le RTD aussi qu'on a dans la compagnie, pour faire en sorte que vous ne sortez pas 75 000 de salaire qui est imposable à 100 %. Donc là, on peut faire un jumelé justement pour faire en sorte qu'il y a une partie qui est en CELI, qui est non imposable, une autre partie en salaire. Puis c'est justement, c'est la partie où il faut se parler. Est-ce qu'on décaisse plus d'argent ou on achète une prime d'assurance avec une option de participation pour justement donner plus à la succession? C'est pas une rencontre qui se fait une seule fois, c'est vraiment un suivi qu'on va avoir à chaque année pour mettre un plan en place. Mais le décaissement est vraiment année après année qu'il faut évaluer ça. Vous avez parlé d'un compte d'impôt que je peux me verser, je trouve ça super intéressant. Comment ça fonctionne? J'ai juste à le demander, puis je sors. Malheureusement, la période de questions est terminée. Ça va pas.